aussi chez certains oligarques russes qui semblent disparaître mystérieusement. Il y en a à peu près 10. Là, c'est Le le hasard, 9e. de nouveau on parlait du hasard. Voilà. Le syndrome des Le barricades. 9e oligarque Vas-y. russe qui disparaît dans des conditions un peu mystérieuses et en France. Ça s'est passé en début décembre, le 9 décembre précisément. C'est Dimitri Zelenov, qui est un magnat de l'immobilier. On va voir sa petite fiche, 50 ans. Voilà, il a fait fortune dans l'immobilier à la fin des années 90. L'un des plus grands promoteurs de Moscou. Alors, il s'est rendu chez des amis début décembre pour dîner. Il a basculé en haut des escaliers. Donc, il était dans un état critique. Il a été emmené à l'hôpital et il est donc décédé des suites de ses blessures. Petit détail intéressant, il avait critiqué la guerre en Ukraine. Clairement, selon vous, ça ne fait pas trop de doute. C'est aussi des cibles, ce sont des cibles, ces oligarques russes, ces hommes puissants qui critiquent Il y en a l'invasion. en gros 1 ou 2 par mois qui meurent en tombant par les fenêtres, etc. C'est toujours des gens assez hauts placés dans la hiérarchie des oligarques, souvent liés au complexe pétrochimique. Je me souviens aussi, je ne sais pas, la mort mystérieuse de Boris Berezovsky, c'était il y a longtemps, mais jamais élucidé. Regardez la liste. Il y a quelques échantillons. Maganov, tombé du 6e étage, il était hospitalisé, il tombe du 6e étage de l'hôpital. Voronov, une balle dans la tête dans sa piscine. On retrouve l'arme au fond de la piscine. Subotin, alors lui, il est empoisonné par du venin de crapaud. Il va chez un chaman. Oh, bah voilà, chaman. Ça, c'était quand même un scénario. Empoisonné par du venin de crapaud. Avaïev, retrouvé mort avec sa famille. Il a tué, je crois, sa femme et sa fille avant. Touliakov, pendu dans son garage. Ça fait quand même beaucoup là. Puis la liste continue, etc. En fait, je pense qu'il y a quand même ici un syndrome du retour aux fameuses années noires 1990-95 où tout se réglait à coup d'intimidation, d'escroquerie, d'assassinat, etc. Le monde russe des affaires vit un chamboulement. Oui. Il y a des opportunités nouvelles qui se créent. Il y a des Occidentaux, par exemple, qui partent. Des fortunes très rapides. On peut, par exemple, Bien sûr. les emplacements Ikea, maintenant ont été rachetés par des gens, des hommes d'affaires pour une bouchée de pain. Mais pardon, Ikea. Igor, expliquez-nous, quelle est la ligne rouge que ceux-là ont franchie pour être tués? Qu'est-ce que c'est la ligne de trahison où on dit tu as trahi? On ne sait pas très bien. Ça peut être crapuleux. Voilà, exactement. On ne sait pas très bien si c'est Des clans. une attitude déloyale par rapport à Poutine ou bien Un quelque concurrent. chose de professionnel, une affaire à partager. Gallagher. Il est mort en France. Hein. Ouais. Donc il y a quand même le parquet, me semble-t-il. Je ne sais pas si le parquet est saisi, mais en tous les Oui, cas. c'est il y le a quand parquet même- de Grasse. Oui, voilà, c'est le parquet de Grasse qui est saisi. Donc il y a une enquête qui est diligentée. Donc moi, il me tarde de voir Ouais. les conclusions quand même de cette enquête, parce que quand ça se passe en Russie ou voilà, Oui, là, c'est intéressant, il y aura là, des suites. C'est en France. Ouais. Mais Bon, après, bonne chance au procureur de la République de Grasse. Là, il a du travail. Tout Hein. à fait, mais on verra bien. Mais juste parce que vous faisiez cette liste de tous ces malheureux, entre guillemets, j'avais lu un bon mot, peut-être que l'expression n'est pas forcément... Voilà, c'est jamais bien de rire de la mort de ces personnes, mais que l'oligarchie russe est rentrée dans une nouvelle ère qui s'appelle la Defenestroïka. Parce qu'effectivement, la liste est quand C'est même très joli. extrêmement longue. Et Yegor le rappelait, on en est à quoi 2, 3 par mois, tous les mois. Est-ce qu'il y a une volonté de montrer, vous rappeliez tout à l'heure Litvinenko, je crois que c'était un des premiers de manière aussi spectaculaire, 2006 à Londres, il y a une théière avec du polonium Oui, là, c'est dedans. une trahison, Voilà, c'est différent. l'image est terrible parce qu'il y a avant, après, Oui. il a souffert le martyre. La théière au polonium, ils l'ont laissée d'ailleurs dans, je crois que c'était un salon de thé, elle a pu contaminer d'autres personnes, on s'en fichait. Voilà. Et là, il y a visiblement une manière même pas de cacher, c'est Non, de mais là, c'est montrer... différent. Il y a un exemple. Là, ils ont voulu faire Ils ont voulu faire un trahison. exemple. Ça, il y a eu trahison. Mais pardon, c'est tellement improbable, le venin de crapaud, c'est aussi une façon de faire un exemple, parce que personne n'y croit à l'histoire du chaman et du venin de crapaud, c'est une manière de dire, sûr que- voilà ce qui t'arrive. Mais je pense qu'il y a une toute petite différence. Enfin, il y a je ne suis pas dans leur tête, et honnêtement, c'est pas ma spécialité. Mais là, on a quelque Un chose peu quand même. de l'ordre de la trahison. Pas tellement. Mais parce que les oligarques,
ils sont dans quelque chose qui est aussi une compétition, ce qu'expliquait Yegor, qui est une compétition financière. Ouais. Avec aujourd'hui, encore Des une choses à fois, partager. il y a beaucoup de choses qui sont effectivement à partager. Enfin, imaginez aujourd'hui, si vous êtes chargé de faire rentrer, ce qu'expliquait Gallagher tout à l'heure, des puces clandestinement pour contourner un embargo, c'est énormément d'argent. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui plus se que battent pour ça, pardon, quand Vladimir Poutine, rappelez-vous, au début de la guerre, il a parlé des oligarques qui trahissaient, qui se tournaient vers l'Occident, il a dit c'est comme des moucherons que je recrache. Alors ça c'est intéressant, effectivement, c'était cette menace qui disait à tous les gens qui ne voulaient pas rejoindre sa logique, qui est vous aimez l'Occident, c'est bien gentil, mais enfin maintenant il va falloir vous aligner sur ce que moi j'ai décidé, qui est la bataille de la patrie. Donc ça, mais on n'est pas dans la même chose que la trahison d'un ancien agent dont l'exécution est en fait une façon de dire à tout le monde attention, on a la mémoire longue et le bras long, et donc ça se passera pas comme ça. Là, on est sur autre chose que honnêtement moi je connais pas et qui est difficile à lire parce qu'on est justement dans la mafia. Enfin, Alors oui, justement, est-ce que Pas Alain, rapport vous à avez... Alain, j'aimerais qu'on revoie peut-être son visage, ce Dimitri Zelenov, donc 50 ans, qui a fait fortune dans l'immobilier. Vous le connaissiez, vous? Est-ce qu'on en sait plus? Parce qu'on dit qu'il avait critiqué la guerre en Ukraine. Est-ce qu'on sait ce qu'il avait dit précisément? Je ne pense pas du tout que c'est lié avec la guerre en Ukraine. Je pense que c'est surtout la lutte des clans, peut-être un meurtre crapuleux, parce que lui, c'est l'un des plus grands promoteurs de la ville de Moscou. Il était propriétaire et créateur de Donstroy. C'est vraiment, il a construit des gratte-ciel immenses. Donc vous imaginez l'argent qui tournait dedans, vous imaginez tous les blanchiments, tout ce qu'on peut imaginer dans cette histoire. Je pense qu'ils ont eu la facilité et ils l'ont trouvé, comme ça se passe souvent dans ces milieux assez mafieux des Russes qui n'ont, parce que quand on cherche un tout petit peu, et ceux qui ont cherché, voilà, ils ont vu que c'est Quelle est la pas tradition très- Yegor, votre père, Siniavski, est un très grand dissident russe. On sait que parfois, il laissait partir, parfois il tuait, parfois il plaçait en hôpital psychiatrique. Dans son entourage, dans votre entourage, est-ce que la mort a frappé ou est-ce qu'elle a menacé de cette façon-là? Non. En fait, à mon époque, enfin à l'époque de mon père, la stratégie, c'était de faire un procès et de mettre en prison. Voilà, c'était assez classique. Ensuite, Andropov est arrivé, il a eu l'idée géniale de se dire, finalement, tous ces dissidents, on les a en Russie, c'est très embêtant parce que l'opinion occidentale s'inquiète, nous lance des anathèmes, ils font, même à l'intérieur du pays, ça résonne un peu, on va les expulser petit à petit ou les mettre tranquillement dehors. L'idée d'autant plus géniale que tous ces dissidents en fait sont des personnes complètement différentes les uns des autres. Il y a des trotskistes, il y a des tsaristes, etc. Et en Occident, au lieu de frapper l'Union soviétique, ils vont se mettre à se frapper entre eux. Et c'est ça a marché. exactement ce qui est arrivé. Voilà, il y a eu des disputes épiques entre, je sais pas, Solzhenitsyn et mon père, etc. Ça n'en finissait plus. Voilà, donc ils étaient neutralisés. Un mot sur la tradition. Demain, c'est l'anniversaire de la Tchéka. Pour quelqu'un ça paraît vraiment très lointain, mais pour les anciens agents de l'Est, alors c'était le fondateur de la Tchéka, de 20 décembre 1917, Dzerzhinsky, un des plus grands criminels, déjà à l'époque, régime criminel à l'extrême, sous Lénine. Et pour ces anciens agents, pour les Poutine, pour les Patrouchev, etc., c'est le père. mais il s'appelle celui encore qui a créé les ça. tchéquistes. C'est ça, c'est incroyable. Aujourd'hui, les membres de l'appareil s'ils appellent les organes, et entre eux, ils se disent toujours tchékistes. Donc leur tradition, c'est la Tchéka de Dzerzhinsky. Comment expliquer cette fidélité? Il n'y a pas plus grand-chose de voir avec ça. Ce sont des gens richissimes, comme les oligarques d'ailleurs. Ils ont tellement d'argent, ils ont des mœurs qui se sont beaucoup éloignées. C'est plus tout à fait l'inquisiteur soviétique. Et pourtant, il y a une forme de culte de cette Mais tradition. c'est le culte de la brutalité, et de la violence et de la force. Absolument. C'est le culte les milieux d'affaires à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, les journalistes notamment économiques qui travaillent, qui font des enquêtes depuis des décennies sur les milieux d'affaires à Moscou, quand vous avez un certain grade économique à Moscou, vous avez des gardes du corps. Ils ont tous des gardes du corps. Je veux dire, aux États-Unis ou en Europe, Si tu n'as pas un garde du corps, tu as raté ta vie. un c'est gros ça, patron ouais. de PME se balade pas avec 3 gardes du corps. Et Et tu vis quand pas on va à longtemps. Moscou et qu'on va devant un restaurant, il y a des voitures et il y a de 10 à 15 gardes du corps qui attendent. Parce que on fait pas des OPA, on fait pas des LBO. C'est une balle dans la nuque si jamais tu m'as piqué un marché et que ça va pas. Ou alors on a vu les incendies géants de supermarchés ces derniers temps. Mais il y a- C'est- Il y a un livre vraiment à lire là-dessus, qui est de Zazoubrine, Vladimir Zazoubrine, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Tchékiste. Et en 1921, c'est Lénine qui en fait la préface.
Et Lénine, dans sa préface du livre de Zazoubrine, explique « Ah, nos braves tchéquistes, ils sont quand même formidables. Vous vous rendez compte le métier terrible qu'ils ont? Ils sont dans le sang, ils patauchent dans le sang du soir au matin et du matin au soir parce qu'ils sont obligés de liquider les ennemis de la révolution et du peuple. Et vous vous rendez pas compte le sacrifice qu'ils font pour sauver... » Didier, mais c'est incroyable. citation de Zazoubrine, Ah vous bah citez voilà. les grands auteurs. Le tchéquiste, en France, dit-il, il y avait la guillotine, les exécutions publiques. Chez nous, c'est le sous-sol, l'exécution secrète. C'est une machine énorme, impitoyable, omnisciente, qui happe soudain ses victimes dans son hachoir, on y revient. Il n'y a ni dernière parole, ni cadavre, ni même une tombe, il n'y a que le vide. L'ennemi a été entièrement détruit. Et ce livre de Zazoubrine, mais tout le monde devrait l'avoir lu quasiment. Enfin, c'est vraiment une leçon de choses absolument incroyable sur la mentalité. C'est... Et comme il y a Félix par- Dzerzhinsky, juste pour cerner le portrait, c'est un illuminé. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui, par exemple, ne rentre jamais chez lui, qui dort sur place. Dans son bureau. Dans son bureau. Et qui se réveille tôt pour aller assister lui-même à différentes séances de torture, donner des conseils. Il est enthousiaste, il est illuminé par l'idée de la lutte du prolétariat. Et c'est ça aussi qui fascine aujourd'hui, les oligarques, enfin le FSB un peu compromis avec les oligarques. Eux, ils sont là pour l'argent. Et finalement, lui, Dzerzhinsky, leur père spirituel, était un être pur. Vous voyez, c'est un peu le côté où On a changé d'époque. C'est on comme- trouve comme un il y a- saint et on le vénère. Comme il y a par exemple des personnes qui se passionnent pour la musique classique, il y en a qui se passionnent pour l'architecture, il y en a qui se passionnent pour les voyages. En Russie, quasiment toute la société se passionne pour dénoncer, pour tuer, pour la mort en fait. Comme s'il y avait une sorte de culte de la mort dans ce pays parce qu'on consacre sa vie à la mort. Et aujourd'hui aux enfants, on dit vous devez être prêts à mourir, vous devez vous consacrer, donner la vie pour cette patrie. Mais la patrie de quoi? Qu'est-ce que la patrie nous donne en échange? Rien du tout. La patrie ne fait que prendre, et prendre le plus sacré, ce qui existe, c'est la vie de la personne. Et donc la société est gravement malade, parce qu'ils évoluent tous, ils ont évolué à partir de la Tchéka, après, pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui est pour eux la Grande Guerre nationale, et jusqu'à aujourd'hui, encore les années avant Perestroïka, toute la stagnation, ils sont vraiment, leurs cerveaux sont conditionnés par cette approche de non-futur. Alors, La Alain, personne